Le champion du monde, fils et petit-fils de dopé et ami proche du fils du docteur Sekini, a récidivé. Pour la deuxième année consécutive, il est parvenu à décrocher le fabuleux trophée de Paris-Roubaix aux côtés de son coéquipier Jasper Philipsen, dans l'une des performances les plus martiennes de l'histoire du cyclisme, qui nous a instantanément rappelé les exhibitions de dopés légendaires comme Johan Museeuw ou Franco Ballerini, sauf que celle-ci, évidemment, est 100% propre, inspirée, comme nous te l'avons déjà raconté dans de nombreuses vidéos, par les cafés populaires Flat White, les nuits dans l'hôtel espagnol de Kolobnev et les chansons romantiques de Justin Bieber, désormais, la sainte trinité du cyclisme que nous imaginons que tous les cyclistes de la planète essaieront d'imiter pour tenter de se rapprocher du niveau martien de notre superstar hollandaise. Comme le Tour des Flandres que nous avons analysé la semaine dernière, ce fut à nouveau une course ennuyeuse, car à 1 heure de l'arrivée, nous savions tous qui était le vainqueur, mais aussi très amusante car elle nous a laissé des données qui parlent d'elles-mêmes et qui montrent clairement que les performances de Matteo sortent de l'ordinaire. Regardons de plus près Paris-Roubaix 2024, mais si vous voulez nous laisser un don avec vos super remerciements ou en nous rejoignant en tant que membre de la chaîne pour nous aider à réaliser notre rêve et aller à Roubaix l'année prochaine, sans plus attendre, que le spectacle commence. Le samedi 6 avril a été un grand jour pour le médecin miracle du cyclisme, Inigo San Millán. L'homme qui se bat pour guérir le cancer a remporté l'Itzulia 2024 avec Juan Ayuso et la Copa del Rey en football avec l'Athletic Bilbao, une équipe qui était restée 40 ans sans fêter de titre et qui a réalisé l'impensable avec le même médecin que Tadej Pogacar. Mais ce fut une mauvaise journée pour l'équipe de Visma Lease Bike. Non seulement Jonas Vingegaard a dû assister au triomphe d'Ayuso depuis un lit d'hôpital, mais Dylan Van Baarle, podcasteur et vainqueur de Paris-Roubaix, s'est soudain senti à nouveau malade et, bien qu'inscrit pour cette édition de Roubaix, il s'est immédiatement retiré de la course. Des choses étranges sur les préparatifs à Tenerife, comme la dépression de Christophe Laporte, le champion d'Europe qui est revenu à la compétition après des semaines hors du radar, et l'équipe Rabobank se montre plus opaque que jamais, qui sait, peut-être qu'ils nous donneront les explications dans le prochain documentaire financé par Jeff Bezos. Avec ces développements, si Mathieu Van Der Poel était déjà le principal favori pour gagner Roubaix, il l'est désormais encore plus, et à ce titre, il est le skipper de la course, car cela faisait des décennies qu'une équipe n'avait pas contrôlé une compétition aussi compliquée à gérer que Paris-Roubaix. L'équipe qui fait de la publicité pour le dopage capillaire était totalement déchaînée. Si l'on considère que Jasper Philipsen n'a absolument rien fait pour aider le fils du mangeur de tarte aux pigeons et qu'ils avaient un coureur en moins, il faut saluer le travail impressionnant d'hommes comme Sylvain Dillier, Oscar Risbik, Édouard Plancart et le surprenant belge Timo Kielich, qui forment tout le noyau dur de l'équipe des frères Rudolph à partir de 2021 et qui, grâce à une préparation furtive à base de café et de chambres d'hypoxie, sont devenus de véritables machines à hacher de la viande. Le meilleur exemple en est la tentative d'échappée du jour, une échappée dans laquelle se trouvait le Danois, toujours Danois, Kasper Asgreen, le cycliste mythique qui, pratiquement parti de rien, est devenu l'un des meilleurs sprinteurs du peloton et qui, rappelons-le, a remporté le Tour des Flandres aux dépens de Van Der Poel lui-même en 2021. Cependant, à peine 3 ans plus tard, Asgreen a fini par arriver à l'arrivée avec l'Alpecin Gregario avec plus de 15 minutes de retard sur le fan de Justin Bieber. Et le travail des garçons de Lefebvre, autrefois grand dominateur de cette course dans laquelle il faisait des coups de chapeau en se pissant à la figure au milieu de l'Epoca, ne s'est pas arrêté là, puisque le meilleur Soudal classé dans ce Paris-Roubaix a été Yves Lampaert, le populaire coureur belge qui a terminé 36e, à plus de 7 minutes du vainqueur. Alpecin n'est pas seulement devenu le nouveau Quick-Step, mais les rivaux le savent aussi et ont peur d'eux. Après le spectacle ridicule de Joshua Tarling attrapant la voiture du décadent Ineos et la chicane imposée par Adam Hansen et qui avait déjà ses mêmes particuliers, le champion du monde a détruit le reste des coureurs à l'exception de son propre coéquipier Philipsen, de son principal rival Mads Pedersen et du surprenant Visma, à qui le dîner que Van Baarle n'a pas fait, Tim Van Dijk, a fait du bien. Une bonne échappée aurait pu se former quelques minutes plus tard avec le Suisse Kung, l'Allemand Polit et l'Alpecinois Vermeersch, qui, nous n'en doutons pas, auraient facilement écrasé ses rivaux, 2 des meilleurs sprinteurs de la planète, si l'échappée s'était déplacée,
mais l'équipe Lidl de Pedersen n'avait pas d'hommes et elle a travaillé jusqu'à ce qu'elle les rattrape. Personne n'a attaqué à nouveau par crainte des Alpins. Ni sur Mont-Saint-Pével, ni sur Carrefour d'El Arbre, mais sur un tronçon beaucoup plus facile comme Orchy, le petit-fils du cyclisme a écrasé le reste des coureurs du groupe des favoris. Il semblait flotter sur les pédales comme Jésus-Christ sur l'eau, sauf qu'au lieu d'être le fils de Dieu, il était le fils d'un coureur dopé avoué, pédalant mieux que son père et prouvant que lui et lui seul est le meilleur coureur de la planète dans ce type de compétition. Il a donné le sentiment que même avec son rival belge, le Boat Pursué, il n'aurait jamais pu le rattraper dans une performance aussi spectaculaire, à tel point qu'en moins de 6 km, l'écart était déjà de plus d'une minute avec le groupe des poursuivants, abasourdi par le spectacle de Mathieu et saisi par les figures de Philipsen et Vermeersch dans la roue des autres. À 60 km de l'arrivée, nous savions qui allait être le vainqueur, mais il y avait encore des gens qui essayaient d'arrêter le robot néerlandais, comme une dame qui a jeté une casquette sur l'un des tronçons pavés pour tenter de bloquer la transmission et de le faire tomber de son vélo alors qu'il roulait à plus de 48 km à l'heure. Un acte ignoble qui, je l'espère, aura sa sanction pénale, car on peut avoir son mot à dire sur les démonstrations plus ou moins crédibles de ces athlètes, mais on ne cautionnera jamais la violence physique à leur égard. Heureusement, Van der Poel a été épargné par l'attaque à la casquette, la énième qu'il subit depuis un an de la part de ses nombreux à terre, et a poursuivi son hilarante chevauchée solitaire jusqu'à la ligne d'arrivée. Le numéro 1 s'est permis le luxe de profiter des derniers kilomètres et de ralentir le rythme dans les environs de Roubaix et de son vélodrome, ce qu'Alberto Contador n'a apparemment pas reconnu, assurant sur la chaîne Eurosport qu'à la fin de la course, il enverrait un WhatsApp à Van der Poel pour lui dire de se calmer. On aurait pu croire qu'il était en feu, mais non, le champion du monde était totalement détendu, comme en témoigne sa célébration et son geste d'observer calmement la lutte pour la deuxième place, manifestement prise par son coéquipier alpessin. Vermeersch a manqué de peu la troisième place, mais nous laisserons peut-être ce rêve de triplé pour 2025. Van der Poel a brisé la malédiction de l'arc-en-ciel, maintenant ce sont les autres qui maudissent le maillot arc-en-ciel quand ils le voient sur la liste d'inscription d'une compétition, mais il l'a aussi réalisé avec des données qui sortent de l'ordinaire. Il est vrai que le vent était dans son dos, mais pour la troisième année consécutive, Van der Poel a réussi à battre le record de vitesse à Roubaix, et cette fois-ci, il s'est livré à une véritable barbarie, avec une moyenne de près de 48 km/h qui pulvérise tous les records du passé, et tout cela en prenant les derniers kilomètres de la course calmement, comme l'a fait Usain Bolt dans nombre de ses records. Le champion du monde a réalisé la plus grande échappée en solitaire à Roubaix, partagée avec la multinationale Andrei Tchimil lors de la saison la plus dopante de l'Epoca, en 1994, lors d'une édition beaucoup plus dangereuse et pluvieuse que celle-ci. Van der Poel a bouclé le parcours en 5h25, soit environ 30 à 50 minutes de moins que les éditions sèches d'il y a 10 à 15 ans, lorsque le cocaïnomane Bonnen et le classiciste préféré de Luigi soufflaient les meilleurs coureurs du monde. Le vent favorable a évidemment eu une influence sur le fait que tous les coureurs sont arrivés au vélodrome avec beaucoup de force, mais l'information suivante est étonnante. Le dernier coureur arrivé au vélodrome, l'Australien aux cheveux longs Cyrus Monk de l'équipe pro-continentale Q36.5, après une crevaison sur le premier tronçon de pavé et bien qu'il soit arrivé 48 minutes derrière Van der Poel et hors de contrôle comme 18 autres coureurs, a roulé plus de 2 km/h plus vite que Fabian Cancellara, vainqueur en 2010 et qui, selon Greg LeMond, a probablement roulé sur un vélo motorisé une semaine plus tôt lors du Tour des Flandres. Ce n'est plus que les grandes superstars battent des records de vitesse dus au dopage, ce n'est plus que ces monstres du cyclisme du Big Six battent des records d'il y a 40 ans, ou qu'un cycliste concourt 5 jours et gagne 3 courses, dont 2 monuments du cyclisme. Même Cyrus Monk en 2024 pourrait rivaliser avec le classico préféré de Luigi, manéuvré par Bjarne Riis en 2010 dans une Roubaix. Finalement, nous allons croire que les grandes vitesses sont le grand danger du cyclisme.